Si jamais on entend quelqu'un nous appeler par notre prénom d'une voix familière la nuit, il ne faut ni répondre à son appel, ni aller voir ce que c'est. Cet avertissement est très répandu aux Appalaches, une grande chaîne de montagnes qui traverse plusieurs États des États-Unis jusqu'au Canada, est composée de forêts, vallées, collines, ruisseaux et rivières. Des parcs nationaux, de vastes espaces naturels avec une flore abondante, mais aussi une faune sauvage. Des lynx roux, des pumas, des ours noirs et des créatures plus effrayantes. Inquiétantes parce qu'elles sont une porte ouverte vers l'inconnu. Parce que c'est au cœur des Appalaches que naissent des témoignages emblématiques qui ont fait émerger certaines des figures les plus mémorables du folklore américain. La zone est si étendue que pendant des siècles, les voyageurs y rapportaient leurs histoires, aussi extraordinaires soient-elles, ou bien les rumeurs sur tel ou tel endroit étrange des Appalaches. Encore récemment, des marchands nomades, des Irlandais qui se faisaient surnommer les Gitans, colportaient ces récits et versaient aussi dans la croyance en donnant la bonne aventure à qui ils voulaient sur leur passage. Des habitudes ancrées, entre tradition et superstition, qui continuent encore aujourd'hui, ça et là. Je suis donc vraiment ravi de vous parler de ce sujet que je trouve passionnant. On va parler d'une partie du folklore des Appalaches à travers 3 cas rapportés par les habitants de la zone étant réputée pour être la plus hantée des États-Unis. Vous allez voir, on va y aller crescendo et commencer avec un témoignage dans la plus pure tradition des légendes urbaines. Il y a un endroit appelé Moonshine Church où sont enterrés les Blue Eyed Six. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais son existence est bien réelle. Une simple recherche internet suffit à le vérifier. Des types ont été pendus pour un crime qu'ils ont commis et ils sont enterrés au cimetière de l'église. Le cimetière se trouve sur une route au pied de la montagne. Mais l'église d'origine, l'ancienne église, elle est dans les bois. L'endroit est vraiment effrayant la nuit. Quoi qu'il en soit, la légende locale dit que si vous parvenez à trouver l'église originale au milieu des bois, vous verrez 6 yeux bleus flotter à l'intérieur de l'église. Tous mes amis d'enfance sont du coin, mais ils n'ont jamais osé sortir de la voiture pour aller chercher la vraie église dans les bois. Eh bien, mes amis et moi avons décidé de sortir là-bas une nuit. Nous avons quitté notre voiture et nous avons commencé à nous frayer un chemin dans les bois. À environ 10 minutes de marche, nous avons entendu un bruit de fusil de chasse dans l'obscurité et un type criait « Vous devez partir tout de suite !» en nous insultant. On a foutu le camp très vite. Seulement voilà, le problème, c'est que l'ancienne église, elle a brûlé dans les années 60 ou 70. Elle n'existe littéralement plus. Et personne ne traîne dans ce coin. Quand on est gosse, on ignore ce genre d'informations rationnelles, on se focalise sur la légende urbaine. Alors, ce témoignage, il est intéressant, il nous décrit donc une histoire de fantôme, à propos de fantômes qui entraient une ancienne église qui du coup n'existerait plus non plus et qui serait une apparition comme ces fameux fantômes. On a donc cette information à propos des Blue Eyed Six qui seraient enterrés au cimetière de Moonshine Church, la nouvelle église en bord de route. Bon alors j'ai voulu vérifier si c'était une vraie légende urbaine ou un simple témoignage, et bingo, elle est vraie. En gros, les Blue Eyed Six, c'était un groupe de 6 hommes ayant tous les yeux bleus et originaires du comté de Lebanon, en Pennsylvanie. Ils furent inculpés de meurtre pour avoir assassiné leur voisin Joseph Rabler à cause d'une histoire d'assurance assez sordide en 1878. En fait, ces 6 hommes se sont associés pour conspirer ensemble. Ils ont persuadé Joseph, qui vivait dans la pauvreté, de souscrire à plusieurs assurances vie dont ils seraient les bénéficiaires. Puis, ils l'ont assassiné en le noyant pour toucher son assurance. Sa mort passe d'abord pour accidentelle, mais le groupe de meurtriers est finalement arrêté et condamné à mort par pendaison en avril 1879. Cette affaire, elle a fait évoluer les lois locales autour de l'assurance pour éviter que ce genre d'affaires ne se reproduise trop, mais ce n'est pas tout. Selon ce qui se raconte, ils furent pendus à l'église Moonshine, pas très loin d'où eut lieu le meurtre. Et on raconte depuis qu'il continue de hanter les environs, y compris la nouvelle église au bord de la route, en fonction de qui raconte cette légende urbaine. Sauf qu'il y a quelques erreurs qui la rendent incohérente. Déjà, les Blue Eyed Six étaient bien 6, mais seulement 5 furent pendus. George Zekman eut droit à un second procès et fut acquitté pour finalement mourir de cause naturelle quelques années après. Difficile d'imaginer les fantômes des 6 si on part du principe que dans la croyance, ils reviendraient hanter les lieux où ils sont enterrés. Ils ne seraient pas 6. Pas beaucoup d'ailleurs, parce qu'en fait, et c'est le problème majeur de cette légende urbaine, en réalité, ils ont tous été pendus non pas à l'église Moonshine, mais à la prison du comté de Lebanon. Il y a bien une personne qui est enterrée au cimetière de Moonshine, et c'est le pauvre Joseph Rabler, sa tombe s'y trouve encore. Les 6 autres ont été enterrés ailleurs par leur famille et on connaît d'ailleurs leurs emplacements. Même si on est croyant, du coup, il n'y a aucune raison pour que les Blue Eyed Six hantent la zone de l'ancienne église dans les bois.
La légende urbaine de fantôme la plus logique pourrait être autour de ce pauvre Joseph Raber, la victime, celui dont le nom doit demeurer puisqu'il a été assassiné lâchement pour de l'argent. S'il y a bien une personne qui devrait revenir d'entre les morts pour se venger, c'est bien lui. Mais que peut-on penser alors des témoignages autour des Blue Eyed Six et de cette zone qui serait hantée, des bois jusqu'à la nouvelle église? Peut-être qu'il y a des plaisantins qui inventent ça pour se faire peur ou juste pour le divertissement. Mais peut-être aussi évidemment qu'il y a des personnes sincères. Pour vous en convaincre, je vous renvoie vers mes nombreuses vidéos que j'ai faites sur vos témoignages paranormaux pour expliquer ça. S'ils sont persuadés que cette légende urbaine est vraie, ils peuvent être très influencés par leurs croyances et interpréter des événements qui vont dans ce sens. Mais ce ne sont évidemment que des suppositions. Parce que même si cette légende urbaine n'a finalement rien de solide, les témoignages restent, eux, circonstanciels, et donc impossibles à prouver ou infirmer, et ils contribueront à la diffuser, la réadapter à mesure que le temps passe. Des gens continuent d'aller sur le terrain, de s'intéresser au cas, sur YouTube notamment. Les Blue Eyed Six resteront une partie du folklore des Appalaches pendant encore très longtemps, tant qu'il y aura des gens pour en parler. Alors, le Wampus Cat, c'est une créature maléfique aux yeux jaunes, une espèce de chimère terrifiante, prête à dévorer quiconque croise son chemin et qui entrait les Appalaches et plus largement l'Amérique du Nord, du Missouri jusqu'à l'Arkansas, sous différents noms. Galliwampus, Whistling Wampus, tous les récits parlent de la même chose. Une bête fantastique qui surgit, souvent dans la nuit, pour s'en prendre aux humains. Petit témoignage pour vous mettre dans l'ambiance. Ma famille vit dans les Appalaches depuis la fin des années 1700. Je n'y habite pas actuellement, mais je m'y rends chaque année. Pendant l'une de mes visites, mes grands-parents me racontaient une histoire que leurs parents leur racontaient en conduisant dans les montagnes. Vous avez déjà entendu l'histoire du Wampus Cat ? Dans les années 60, une nuit de pleine lune, sur une route comme celle-ci, un couple conduisait sa voiture quand ils ont entendu un hurlement. En regardant dans la direction du cri, ils ont vu une chose horrible, une chimère. Elle avait le corps d'un puma, à une extrémité se trouvait la tête d'un lion rugissant, et à l'autre extrémité se trouvait la tête d'un ours noir. Il a sauté sur le toit de leur voiture et l'a déchiqueté. Le couple partit aussi vite qu'il put et parvint à s'enfuir. À ce jour, ils n'ont toujours pas trouvé le Wampus Cat et ils disent que vous pouvez encore l'entendre rugir dans les Appalaches aujourd'hui. Vous venez d'entendre l'un des nombreux témoignages iconiques à propos du Wampus Cat. Vous vous dites peut-être que c'est un récit assez classique et invérifiable, raconté juste pour faire peur, mais détrompez-vous, le Wampus Cat a une longue, très longue histoire en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs une mascotte et il est présent dans pas mal d'œuvres culturelles aujourd'hui. Mais c'est aussi un croque-mitaine, parfois moqué, et souvent effrayant. Sur internet, encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui continuent de chercher le Wampus Cat. De 1920 à 1960, plusieurs observations sont notifiées et ce Wampus Cat serait responsable de plusieurs attaques et morts de bétail, faisant craindre le pire aux éleveurs, de la Caroline du Nord jusqu'en Géorgie. On raconte que des couvre-feux et battues étaient même organisés ça et là. C'est possible, oui. Et là vous vous dites comment ça ? Eh ben en fait, le mot Wampus, en Caroline du Nord, est utilisé pour décrire un animal étrange ou inconnu. Et le Wampus Cat, c'est un néologisme contemporain, car au moment des faits, les gens des Appalaches utilisaient le terme Catawampus, un mot qui fait référence à un animal inconnu tapi dans les bois et qui serait responsable de tout incident qui sortirait de l'ordinaire, un bouc émissaire. En fait, l'usage et la signification de ce mot pourraient bien être la clé de ce mystère, parce que voyez-vous, le mot Catawampus, il a plusieurs sens pour les Américains. Il est utilisé pour décrire un animal mystérieux, oui, mais aussi quelque chose qu'on aurait mis dans un coin, qu'on laisserait de côté, ou une situation qui vire à la catastrophe. C'est donc un mot employé aussi bien pour décrire une situation qui sort de l'ordinaire ou qui est désastreuse, que pour parler d'un animal mystérieux qui serait responsable des dites situations, justement. En français, par exemple, on va dire qu'il y a un loup pour décrire une situation douteuse ou problématique. Le loup n'est pas littéral, en général. Alors le Wampus Cat, est-ce que c'est une forme de croque-mitaine / bouc émissaire, un peu comme le loup chez nous autres Européens autrefois? Eh bien c'est une possibilité, il y a des folkloristes qui se sont intéressés à la proximité entre le mot Catawampus et Catamount, Catamount étant le nom original du Eastern Cougar, espèce depuis disparue. Le fait d'employer le mot Catawampus pour décrire le Catamount aurait pu disparaître petit à petit, et au XXe siècle, par déformation, Catawampus serait devenu le Wampus Cat en référence à un animal mystérieux que nous n'avons pas l'habitude de voir. D'ailleurs, Wampus est toujours utilisé aujourd'hui en Caroline du Nord pour décrire un animal qu'on n'a pas l'habitude de voir. En résumé, le Wampus Cat, ça pourrait être un mot générique qui renvoie à n'importe quel animal ou événement non identifié et dont l'étymologie renvoie au Eastern Cougar, disparu petit à petit
est donc devenu de plus en plus rare. Ce dérivé linguistique n'est pas qu'une théorie sortie d'un chapeau. Si on reprend le témoignage entendu, la famille habite dans les environs depuis le XVIIIe siècle et la créature décrite est une forme de chimère appelée Wampus Cat, certes, mais qui n'en reste pas moins un mélange de plusieurs animaux sauvages qui sont des prédateurs potentiels pour l'homme. Ce Wampus Cat, c'est un croque-mitaine qui rôde et qui attaque les imprudents dans les zones pas très peuplées des Appalaches. On a les témoignages, des pistes d'explication, mais une rumeur qui continue toujours aujourd'hui. Cette créature n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, cependant elle continue de faire peur et surtout de faire douter. C'est une pure légende urbaine. Ah, et si jamais vous vous renseignez sur le Wampus Cat, vous pouvez lire qu'il s'agit d'une légende du peuple Cherokee à l'origine, qui raconte que le Wampus Cat, ce serait à la base une femme qui aurait été maudite par les anciens d'une tribu et transformée en animal, en punition pour s'être cachée sous la peau d'un fauve, afin d'assister discrètement à une cérémonie sacrée. C'est une thématique qu'on retrouve assez souvent, notamment pour le Wendigo dans la mythologie des Algonquiens. Sauf que pour le Wampus Cat, la légende ne vient pas du peuple Cherokee, bien qu'ils aient des récits autour d'esprits maléfiques qui les forêts et qui s'apparente au Wampus Cat. D'ailleurs, dans certaines communautés amérindiennes du sud, le Wampus Cat est un être métamorphe dans leur folklore, un peu à la manière du Skinwalker. Le Wampus Cat, c'est un croque-mitaine pour moi. Dans beaucoup de témoignages, on rapporte que les adultes disaient à leurs enfants de ne pas s'aventurer dehors le soir ou de ne pas s'éloigner de la maison, car le Wampus Cat rôde. Il est utilisé encore aujourd'hui comme une figure du mal absolu, loin de l'image du simple cryptide qu'il peut avoir de loin, quand on ne connaît pas plus que ça cette légende urbaine. En un sens, c'est donc une légende protéiforme que je trouve assez passionnante. Pour les plus âgés de cette chaîne, est-ce que ça vous est déjà arrivé de relever un phénomène atmosphérique qui, en apparence, sort de l'ordinaire, à l'époque où il n'y avait pas autant de pollution atmosphérique qu'aujourd'hui? Évidemment, qu'on soit bien d'accord, quelque chose qui nous paraît inhabituel ne l'est pas forcément, nos sens ont pu nous tromper, et même si le phénomène est bien inhabituel, ça ne veut pas dire que c'est incroyable, inexplicable, juste curieux tout au plus. Cela n'en reste pas moins fascinant, et on trouve nombre de comptes rendus dans le livre des damnés de Charles Fort, entre autres, mais pas seulement. Là, dans les Appalaches, il existe un mystère encore très tenace aujourd'hui, les lumières de Brown Mountain. Les lumières de Brown Mountain sont un phénomène visuel d'origine inconnue, observé dans et autour de Brown Mountain et de la zone naturelle de Linville Gorge, située en Caroline du Nord. Selon certaines sources, les témoignages faisant état de lumières inexpliquées dans la région datent d'avant l'ère de l'électricité et existe dans l'histoire orale des tribus autochtones locales depuis des siècles. On n'a pas de date précise, mais ça ferait donc très longtemps qu'on en parle. Les lumières ont été rapportées comme étant de plusieurs couleurs. Un blanc brillant, un blanc bleuâtre, un vert, de l'orange ou encore du rouge. Les pics d'observation de ces lumières sont à la fin de l'été et à la fin de l'automne, même si elles peuvent être vues toute l'année à une fréquence variable, en gros, on sait pas trop. Dans les descriptions de ce qu'elles seraient, ce seraient à la fois des orbes fixes et mobiles, émettant des flashs de lumière très rapides et faisant briller une zone spécifique de la forêt. Les croyants comme les sceptiques se sont intéressés au sujet. On parle d'activités extraterrestres, d'esprits, de fantômes, ce qui n'est pas étonnant dans les Appalaches où l'extraordinaire est partout dans l'imaginaire collectif. C'est un peu un Gravity Falls grandeur nature. Seulement voilà, ces lumières, beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens affirment les voir. Ce n'est plus une simple légende urbaine, une explication doit être trouvée à ce phénomène qui, s'il n'est pas admis et prouvé, convainc en tout cas énormément de monde quant à sa véracité. Promenez-vous sur YouTube, vous verrez plein de vidéos qui attribuent des phénomènes lumineux aux lumières de Brown Mountain. Si l'authenticité de ce qu'on voit sur ces vidéos est difficile à vérifier, il suffit de lire les commentaires pour se rendre compte qu'encore aujourd'hui, les témoins continuent de rapporter les avoir vus et font part de leur étonnement vis-à-vis de ces phénomènes observés. Bon, on a un phénomène décrit. On a la zone où il se déroule, qui est identifiée, et beaucoup de témoignages qui continuent année après année de rapporter les mêmes observations. Du côté des explications, au début, nous n'avons que des théories, mais des théories probables. Foudre en boule ou tout autre phénomène météorologique ou naturel, phare de voiture, lumière de train au loin, mirage, réflexion lumineuse, ou même dans certains cas des canulars. On spécule, à l'idéal ce serait peut-être d'avoir un enregistrement vidéo clair et sourcé à propos de ces fameuses lumières. Ça tombe bien, la Appalachian State University installe en 2014 2 caméras à basse lumière sur les toits qui offrent un panorama de Brown Mountain et des gorges de Linville. Ces caméras, elles ont enregistré environ 6300 heures de contenu, et sur ces 6300 heures, rien d'inhabituel n'a été relevé. Cependant, les membres et étudiants de cette université n'ont pas fait que poser des caméras.
Ils ont pris l'affaire très au sérieux et ont mené un groupe d'études composé de scientifiques comme des astronomes et des géologues qui court depuis bientôt 2 décennies. Le groupe il a mené des recherches qu'on va détailler, mais avant ça, ils se sont également intéressés aux sources qui rapportent l'existence de ces lumières, à savoir notamment les faits qui avançaient que les Amérindiens rapportaient des témoignages à propos de ces lumières par la tradition orale depuis des siècles. Alors le problème de la tradition orale, c'est qu'en général, elle se diffuse pas très facilement, elle se perd avec le temps et elle se déforme facilement. En dehors des sites qui évoquent que les lumières sont discutées depuis des siècles, il n'y a rien qui ne permet de l'attester avec certitude. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule légende Cherokee qui pourrait y faire référence de loin, parce qu'elle se déroule bien à Brand Mountain, mais selon le groupe d'études, son côté trop interprétatif fait qu'il serait illogique de l'attribuer aux lumières de Brand Mountain et ne pas prendre en compte les centaines d'autres légendes Cherokee au sens littéral qui détaillent des faits absolument exceptionnels. Mais admettons, essayons du coup de dater la première mention écrite de ces dites lumières pour savoir quand est-ce qu'elle a eu lieu. Sur internet, on peut lire que Gérard William de Bram, cartographe, aurait vu les lumières dans les années 1770. Eh bien, c'est une légende urbaine d'internet, parce que ce cartographe qui a bien existé, il n'est jamais allé jusqu'en Caroline du Nord, et donc jusqu'à la Brand Mountain. Il n'aurait donc jamais pu voir ces lumières, et de toute façon, on n'a aucune trace écrite de sa part qui les mentionne. Par contre, on avance dans le temps, et c'est en 1913 que des membres du Congrès des États-Unis demandent une enquête à l'Institut d'études géologiques des États-Unis sur la base de témoignages qui affluent autour de ces lumières. 2 enquêtes sont menées, la première en 1913, la seconde en 1922. Les témoins sont entendus, des observations et expériences sont faites, et les conclusions, elles sont unanimes. Les lumières sont celles de locomotives, feux de voiture, ou feu tout court. Pour l'illustrer, un des enquêteurs et scientifiques, George R. Mansfield, a utilisé en 1922 une alidade, c'est ce truc, pour prouver que les lumières n'étaient rien d'autre que les sources que je viens de vous énumérer. Il s'est placé à plusieurs points élevés, d'où il a pu observer et reporter ces lumières, en les reportant donc sur une carte, faisant notamment correspondre l'une d'entre elles au trajet d'un train grâce aux coordonnées et à leur relevé. Ces résultats ont permis de taire l'attention médiatique autour de ces lumières. Le consensus général à l'époque a conclu que l'augmentation des témoignages semble proportionnelle à la démocratisation de l'électricité dans la région, et donc aucune source fiable ne précède l'apparition de l'électricité quant à ces lumières de Brand Mountain observées. Ces conclusions faites il y a maintenant un siècle sont les mêmes que celles du groupe d'études aujourd'hui. Phares de voiture, feux de forêt, lumières de randonneurs et campeurs comme leurs lampes de poche par exemple, avions, trafic routier, aérien, sans oublier les phénomènes atmosphériques plus rares mais qui existent comme la foudre en boule, encore assez surprenante aujourd'hui et qui peut mener à des erreurs d'interprétation et même des mirages ou encore des lucioles fantômes bleus, ça ressemble à ça et j'ai appris leur existence en me renseignant du coup sur ce cas, qui peuvent être mal interprétés. Bon, seulement voilà, on a beau avoir ces explications, les témoignages y continuent. La faute au lieu en lui-même, Brand Mountain, devenu un terreau fertile pour les légendes urbaines. Déjà parce que dès 1922, plusieurs locaux ont continué de répandre des théories autour des lumières de Brand Mountain. Il faut comprendre que ça faisait déjà partie du folklore local. Alors les gens, ils ont discuté naturellement entre eux, que ce soit sérieusement ou bien pour se faire peur avec des histoires au coin du feu. S'ajoute à ça les auteurs qui entretiennent volontairement le mystère autour de ces lumières, y greffant des histoires de fantômes ou encore de revenants. Puis en avançant encore dans les années, l'ufologie apparaît et il y a certains groupes ufologiques qui vont associer ces lumières à des objets volants non identifiés ou encore à une présence extraterrestre. Le sceptique Joe Nickell, il a enquêté sur le terrain et il a d'ailleurs identifié 3 grandes étapes chronologiques. D'abord, il y a la période d'avant 1913 avec les locaux qui racontent des mythes et des superstitions associées à la Brand Mountain avec ces histoires de fantômes dans les forêts ou dans des endroits un peu reculés, ces légendes urbaines, ces monstres inconnus et terrifiants. Ensuite vient la période de 1913 à 1960, ce sont les premières données autour de ces lumières, et ensuite les premières théories pour en expliquer leurs sources et leurs causes, qu'elles soient scientifiques ou non. Puis vient la dernière partie après 1960, l'ufologie s'en mêle, et des activités paranormales y sont également associées. Son enquête, elle est passionnante, mais elle est un peu longue, donc je vous la relais en source, c'est en anglais. Il remarque en tout cas que les lumières de Brand Mountain étaient d'abord adaptées à un folklore local assez isolé, pour ensuite se transformer en une légende urbaine ufologique et paranormale, associée aux fantômes à force d'être influencée par divers courants scientifiques, folkloriques et croyants en se répandant à travers le monde. Il conclut très justement que certaines lumières resteront non identifiées, non pas parce qu'elles sont intrinsèquement mystérieuses, mais parce qu'elles ne sont que des rapports de témoins oculaires ou des photos avec énormément de facteurs variables.
Il faut donc veiller à ne pas tirer une conclusion erronée ou hâtive, découlant d'un manque de connaissances ou d'informations sur un cas rapporté. Ah, et dans les croyances un peu effrayantes qui se racontent dans les Appalaches, on dit que si on regarde à travers une fenêtre la nuit où un de nos proches vient de décéder, on le verrait à travers la vitre qui nous regarderait droit dans les yeux. J'hésite entre le réconfort et la chair de poule. Évidemment, il y a plein d'histoires de dames blanches, d'affaires d'apparitions de fantômes que j'ai choisi de ne pas traiter parce que ce sont des sujets un peu trop classiques. Il y a également l'affaire de la sorcière des Belles, The Bell Witch, dans les Appalaches, que j'ai déjà traité en vidéo, je vous la mets en fiche. Puis il y a le Mossman aussi qui vient des Appalaches. C'était une de mes premières vidéos, donc clairement, je la trouve pas géniale. Je vous renvoie donc plutôt vers celle des Occultures qui est vraiment super. Si vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, il y a du contenu similaire très régulier. Je fais également des formats courts sur Instagram ou encore TikTok notamment. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. Votre soutien financier permet tout simplement d'abord moi de me faire vivre, mais également de faire vivre cette chaîne, de produire beaucoup plus de contenu beaucoup plus rapidement. Enfin, je vous rappelle que mon livre France Obscure qui vous narre 24 histoires extraordinaires, paranormales mais vraies et sourcées est toujours en librairie. Vous pouvez également l'acheter aux éditions Omake Books et pensez à faire un petit retour critique derrière, ça aide vraiment à le faire connaître et je vous en serai très reconnaissant. Il me reste plus qu'à vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo, j'espère que vous avez apprécié le visionnage de celle-ci. Au revoir tout le monde.